Eh bien, écoute, on est bon. Bonjour Manon, comment Salut vas-tu? Adrien, ça va super et toi? Ça va bien, merci d'avoir accepté l'interview. Déjà, est-ce que tu pourrais, nous parler un peu de toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Avec plaisir, merci pour ton invitation. Donc moi je suis Manon Warembourg, je suis, recruteuse depuis, 5-6 ans, je ne sais plus exactement, 5 ans je crois et alors je ne sais pas quelle présentation plutôt, full pro? Qu'est-ce que tu as besoin Tout d'avoir ce que comme tu info? veux. Aucun souci, tout ce que tu veux, c'est pour mieux te connaître, que les gens OK. apprennent à voir un peu ton parcours. OK, donc moi je travaille, effectivement dans la région d'Aix-Marseille depuis j'ai terminé mes études ici à Aix. Je vis maintenant depuis un peu moins d'1 an à La Ciotat, au bord de la mer. Voilà, je suis la maman d'un petit garçon qui s'appelle Léo, qui a 2 ans et demi et je suis, assez passionnée par mon métier. C'est rigolo, on aura peut-être l'occasion de parler un peu plus de mon parcours, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens dans le recrutement qui disent: «Je suis arrivée dans le recrutement par hasard», mais pour le coup, moi, je savais pas que je me destinais à faire ça. J'ai fait des études assez généralistes et j'ai fait une rencontre, assez déterminante dans mon parcours, qui m'a permis d'apprendre ce métier et de m'en passionner très vite. Et là, j'ai changé récemment de société, donc je suis actuellement chez Forward, qui est ma deuxième boîte, voilà, sur ma petite carrière. OK. Et alors, juste pour, commencer, par le commencement, comment tu es devenue recruteuse? Tu as fait quel genre d'études? C'était quoi ta première expérience pro, dans ce secteur? Alors, moi, j'ai fait des études plutôt de management. Enfin, en fait, si vraiment je commence par le commencement, j'ai eu un parcours assez diversifié parce que j'ai fait un bac économique et social. Suite à ça, j'ai fait une prépa lettres, Hippocagne-Cagne, que j'ai fait finalement bifurquer sur une licence en philo. Donc, j'ai obtenu ma licence de philo. J'étais passionnée de philosophie, mais très vite, en voyant les débouchés qui sont assez restreints, je me suis orientée vers le management à ce moment-là. Et j'ai intégré le réseau des écoles qui s'appelle les IAE. Je ne sais pas si ça te parle. Et Non, je donc, connais pas. tu connais pas. J'ai intégré l'IAE de Lille en partenariat avec avec une entreprise, n'importe quoi, avec une université canadienne. Donc, je faisais 6 mois à Lille, 6 mois au Canada. Et là, j'ai mis en fait mon premier pied dans le monde de l'entreprise réellement au Canada. Dans une société, alors rien à voir avec le recrutement, mais j'étais vraiment plutôt sur un projet en interne, sur une étude marketing, une étude de marché, etc. Donc voilà, je rentrais vraiment dans le monde concret de l'entreprise et ça m'a plu tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai continué sur ce chemin-là et quand je suis revenue du Canada, j'ai intégré l'IAE DEX et là, j'ai fait un master en 3 ans avec une césure. Au milieu du M1 et du M2. Et la césure, justement, avait pour intérêt de travailler et de plonger très concrètement dans le monde professionnel. Moi, je suis quelqu'un, alors je crois que ça a un vrai terme, ça, tu sais, tu as les gens qui sont plutôt dans l'apprentissage empirique. Enfin, grosso modo, tu as Mmh, celui qui va lire le mode d'emploi quand il reçoit sa machine à café, là, tu sais, et je qui va vois. avoir tout le mode d'emploi en tête avant de démarrer à l'utiliser. Et puis, tu as celui qui va appuyer sur les boutons pour voir comment ça marche. Oui, la Et différence entre théorie et pratique, quoi. voilà. Et ben moi, je suis celui qui appuie sur tous les boutons pour voir comment ça marche. Donc, j'avais hyper hâte, en fait. J'avais une curiosité de fou. Et du coup, c'était dur pour moi de me dire, bah, je vais faire ça, tu vois. J'avais l'impression que l'entreprise pouvait m'ouvrir un champ des possibles énorme et que ça me contrariait de trop me spécialiser. Et donc, du coup, cette année de césure, elle m'a permis de balayer plein de trucs. Donc, j'ai fait des stages longs de 6 mois où j'ai bossé chez Airbus Hélicoptère en com interne. J'ai bossé chez GoJob plutôt en com externe, acquisition, candidat, etc. Et puis, mon troisième stage qui a débouché ensuite sur une alternance, puis sur mon premier CDI, ça a été chez Potentiel IT avec Fanny Vaccaro, que tu connais aussi. Puisque du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés, nous deux, pour la première fois. Et donc, je parlais d'une rencontre déterminante tout à l'heure, et c'était de Fanny dont je parlais, parce que du coup, je rencontre Fanny à un moment de ma césure où j'étais un peu en mode, bon, ok, ça m'a plu, mais je ne sais pas trop, tu vois, quoi faire, qu'est-ce qui va me correspondre vraiment. C'est dur, franchement, d'être ces profils, tu sais, un peu touche à tout, là. Des fois, tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? Il y a trop de trucs qui m'intéressent. Et puis, Fanny, elle lançait sa boîte à ce moment-là, elle lançait Potentiel IT depuis à peu près 6 mois, je crois, moins d'1 an. Et puis, elle me raconte
que elle lance une entreprise du coup de recrutement dans laquelle elle veut justement être cet agent de carrière qui aide les gens à se diriger, tu vois, et à faire mûrir leurs D'accord. projets pro, etc. Alors quand je dis se diriger, on n'aidait pas, enfin, c'est pas dans le cadre comme moi j'étais d'étudiants qu'on aide à se diriger, mais c'est quand même accompagner dans le fait de mûrir ton projet pro et de surtout te dire quelle entreprise est faite pour moi, quelle entreprise au contraire n'est pas faite pour moi, tu vois, vers quoi je me dirige. Voilà, donc elle me parle de ça, et puis en fait, moi, ça me tilte, ça m'intéresse. Et puis j'ai un super feeling avec Fanny aussi, c'était vraiment une rencontre humaine et professionnelle pour le coup. Et puis j'ai aimé le projet un peu entrepreneurial de, ben voilà, elle avait 20 ans d'expérience dans le recrutement, elle me dit j'ai toujours fait les choses de telle manière, ça me va plus. Soit je le fais comme ça et ça marche, soit j'arrête. Et moi, j'ai aimé ce truc de se dire, OK, on va réfléchir à proposer un nouveau modèle sur un marché un peu vieux comme le monde. Le recrutement, ça existe depuis toujours. Il y a des pratiques hyper ancrées, hyper classiques et tout. Et du coup, ça me plaisait, tu vois, d'amener quelque chose d'un peu nouveau, le côté un peu innovation, quoi. Et donc, voilà comment je suis arrivée dans le recrutement, en stage, sans savoir du tout à quoi m'attendre. Et d'autant plus dans le recrutement tech, je connaissais rien à l'informatique. Et je dis souvent aux candidats, je connaissais rien au recrutement, rien à l'informatique. Mais c'est réel. Fanny pourra attester de ce point. C'était la question que j'allais te poser. Pourquoi le recrutement et pourquoi le recrutement tech? Et en fait, c'est ta rencontre avec Fanny qui Ma t'a rencontre poussé avec vers Fanny. ça. Ouais, en fait, D'accord. à cette époque, moi, j'étais chez GoJob et donc il y a un lien en fait entre Potentiel IT et GoJob au démarrage. Et donc GoJob était une startup très tech. Donc j'avais commencé à baigner dans cet environnement de startup avec une équipe de dev, mais qui à cette époque-là, quand j'étais en stage chez GoJob, je me disais mais qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font, tu vois? Et au final, ça allait être mon futur métier que de travailler auprès d'eux au quotidien et de m'occuper des carrières, voilà, de développeurs et de profils tech, quoi. Et de ça aussi, en fait, je me suis carrément passionnée, alors que je ne pensais pas du tout. Tu vois, moi, j'avais plutôt un profil littéraire, je ne suis pas du tout tech, je suis nulle. Enfin, tu vois, c'est pas. De base, tu m'aurais dit ça il y a 3-4 ans, tu m'aurais dit tu vas travailler dans la tech, je t'aurais dit, mais pas du tout. Tu vois? Oui, Et, d'accord. Oui, tu n'étais pas prédestiné à la base à aller non, dans ce secteur. non. Ok, donc c'est là-bas que tu as eu ta vraie première expérience. Et du coup, bah, avant qu'on rentre un peu dans la définition de c'est quoi le métier de recruteur et c'est quoi la différence aussi avec agent de carrière, avec ce côté agent, bah, quand tu es rentré à Potentiel IT, hein, c'est bien ça? Potentiel IT, ouais. Ouais, c'est bien ça. Euh, C'était quoi ton quotidien, tes premières missions? Comment ça s'est passé quand tu as découvert bah, ce nouveau monde du recrutement et de la tech où tu as dû découvrir sûrement beaucoup de choses? Alors ouais, mais franchement, mes premiers mois, c'était très très riche en apprentissage. Je me souviens que franchement, je rentrais fatiguée de mes journées et de temps d'apprentissage, mais à la fois, c'est ce que j'aimais. Et puis tu vois, là, c'est ce que j'ai vécu aussi sur mon démarrage chez Forwards. Donc c'est toujours un peu le cas, je pense, des démarrages en réalité. C'est toujours très riche. Ce que j'ai aimé, enfin voilà, mes premières missions, moi j'ai eu la chance en fait d'être très vite dans le bain parce que, enfin, très vite dans le concret, très vite dans le quotidien en fait d'un agent de carrière, parce que pour le coup, ben voilà, j'étais avec Fanny, on était en binôme, j'étais la première recrue, si tu veux, chez Potentiel IT, donc du coup, j'ai eu cette chance d'apprendre beaucoup comment on dit, par la pratique. Donc, je la suivais partout, je l'entendais sur ses calls, avec des candidats, avec des clients. Et puis, en fait, je me souviens que j'ai eu cette chance quand même de sentir quelque chose assez vite de très intuitif dans ce métier pour moi. Et franchement, ça, je ne vais pas dire, il y a toute une partie du métier que j'ai appris, c'est clair, mais il y a toute une autre partie, en tout cas telle qu'on le pratiquait chez Potentiel IT, qui était hyper logique pour moi et dans lequel je me sentais bien et à l'aise et tu sais, un peu dans ma zone de confort pour le coup. Donc voilà, et sur la partie de ce que j'ai appris, bah, c'est toute la compréhension de la tech, en fait, les langages, les mots-clés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Enfin, tu vois, PHP, Python, Java, JavaScript. Enfin, j'étais là, mais c'est quoi ce monde? Tu vois? Oui, 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 il Et y je a me tout un souviens, vocabulaire. ouais, il y a tout un vocabulaire. Voilà ça. Il y a tout un vocabulaire et puis il n'y a pas que un vocabulaire, je trouve. Il y a vraiment s'intéresser à ce que font, à ce que c'est un produit informatique. Et du coup, enfin, moi, je me souviens que j'avais l'impression de rentrer dans un nouveau monde et de comprendre des choses. C'est-à-dire que je comprenais enfin comment étaient construits les produits que j'utilisais au quotidien. Et ça, j'ai halluciné parce que j'étais là, mais en fait, on utilise tout ça,
mais on n'a aucune idée il y a des artisans qui construisent ces choses-là derrière, tu vois. Et ça, moi, j'ai adoré. Donc voilà, mes premiers apprentissages, ça a été beaucoup d'écoute, beaucoup écouter. Puis je me souviens que Fanny m'avait donné un très bon conseil qui était de me dire, en fait, il vaut mieux dire que tu sais pas plutôt que de faire comme si tu savais alors que tu comprends rien. Et que un tech, il va très vite sentir ou voir que tu comprends rien et qu'il n'y a rien de pire que de faire genre, oui, je te comprends ou machin, alors que tu comprends pas. Et c'était un très bon conseil parce que, en fait, ça permet d'apprendre dans l'humilité aussi et de pouvoir dire à tes candidats, bah voilà, moi, il y a des choses que je vais pouvoir te donner, des choses qui sont, entre guillemets, faciles pour moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et qui sont peut-être plus difficiles pour toi et du coup qui vont pouvoir t'aider. Donc, je t'expliquerai peut-être après ce que c'est ces choses-là. Mais à la fois, je commence, j'ai besoin d'apprendre et vas-y, est-ce que tu peux m'expliquer? Et en fait, j'ai beaucoup apprécié travailler auprès des techs parce que j'ai eu face à moi des gens qui étaient trop heureux de m'expliquer, pour la plupart. Et en fait, il y a quand même beaucoup de gens très passionnés de leur métier chez les devs et les techs au sens large. Et du coup, ce qui était chouette, c'était qu'ils prenaient vraiment, ils étaient, la plupart, et quand je dis ils au pluriel, il y a des femmes aussi, hein, c'est pas que des hommes, mais tu vois, ils étaient vraiment, pour la plupart, très heureux de contribuer à mon apprentissage, de m'expliquer un peu comment ça fonctionnait, etc. Et puis parce que je pense que à partir du moment où quelqu'un sent qu'il y a un vrai intérêt, tu vois, où le candidat il sent qu'il y a un vrai intérêt pour lui, son métier, sa personne, etc., ben, il est OK d'expliquer, en fait. C'est pas ça le problème. On ne demande pas au recruteur, à mon sens, un recruteur, il n'est pas là pour tout savoir de ton métier, parce que tu vois, c'est le candidat lui-même qui connaît le mieux son métier et ce que lui, justement, il a de différent d'autres candidats. Pour moi, le recruteur, il est là pour amener d'autres choses. Mais donc, du coup, voilà, très vite, j'ai été du coup super à l'aise d'appeler des candidats. Je me souviens, hein, franchement, j'étais en stage et je commençais déjà à appeler des candidats. Je me souviens encore de ma première préparation à un entretien d'un développeur. Je me souviens exactement qui c'est, je me revois et tout. Et en fait, très vite, je me sentais du coup, alors peut-être pas légitime, mais en tout cas à l'aise dans le fait d'échanger des candidats. Et en fait, en vrai, j'ai appris des candidats eux-mêmes, quoi. Voilà, j'ai pratiqué, j'ai appris et je disais, voilà, explique-moi. Des fois, je me souviens, je disais, explique-moi comme un enfant. Tu vois, explique-moi le truc. Et en fait, c'est un exercice de vulgarisation. La plupart des gens qui sont très techniques, très experts sont OK avec le fait de vulgariser. Tu as des gens qui sont plus ou moins bons dans l'exercice, mais la plupart sont OK de le faire. Et donc, du coup, j'ai fait ça et j'avoue que, tu vois, franchement, c'est encore là ce qui m'a servi parce que là, j'ai changé un peu de secteur d'activité. Je suis moins sur de la tech pure en termes de profil. Et en fait, j'ai recommencé exactement la même chose et j'ai aucun souci, même avec 5 ans d'expérience, à dire, et je pense que même si un jour j'ai 10-15 ans de recrutement dans les pattes, on est OK de pouvoir dire, écoute, je ne connais pas bien ton métier, ou alors, attends, tu viens de m'utiliser un mot, là, je n'ai pas compris, tu peux m'expliquer ce que c'est? Voilà, je pense que le rôle du recruteur, il est plus là-dedans et dans le fait d'être humble là-dessus et de se placer au même niveau que le candidat plutôt que d'être genre j'arrive et puis je déroule mon truc, je connais tout, et alors que c'est pas vrai, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que je résumerai mes apprentissages. J'espère que j'ai répondu à ta question, que je me suis pas trop. Ouais, tout à fait. Non, tu as bien répondu à ma question, c'était intéressant. Et du coup, pour rentrer dans ça, comment tu définirais, toi, le métier de recruteur et du coup, la différence aussi, le métier de recruteur, entre guillemets, classique, et la différence avec avec votre démarche qui était innovant et que tu vas décrire. Comment tu décrirais ces deux notions et c'est quoi leur différence? Alors, moi, j'ai eu la chance et le luxe, pardon, d'apprendre le recrutement dans une très bonne école. Et je n'ai pas subi le recrutement tel qu'il peut être pratiqué et tel qu'il existe dans des boîtes qui sont des usines à gaz, qui n'ont aucune reconnaissance pour le recruteur, qui t'envoient à faire, tu vois, qui te pressurisent avec des KPI de fou ou des quotas. Je sais que, mais j'ai beaucoup discuté avec des recruteurs autour de moi, y compris des recruteurs voilà, dans des boîtes très différentes de ce que moi je connaissais. Et donc, j'ai entendu parler de ces pratiques et puis j'ai beaucoup aussi entendu parler de ces pratiques via des candidats. Il faut savoir, moi, avant de rentrer dans ces explications-là, je voudrais vraiment faire un petit, je ne sais pas comment dire ça, mais une petite précision qui dit que je veux pas, il n'y a pas de critique, tu vois, d'un ancien, comment dire? C'est-à-dire que moi, j'ai un modèle que j'ai toujours connu, que j'ai pratiqué et qui m'éclate comme ça. Et je pense que le modèle plus classique, je ne m'y épanouirais pas, j'en suis à peu près sûre. Pour autant,
Je pense que c'est pas toujours de la faute des recruteurs eux-mêmes parce que bien souvent, ils sont managés et pilotés d'une certaine manière qui ne leur laisse pas le choix. Donc, tous les recruteurs dans le monde ne peuvent pas faire de la qualité ou ne peuvent pas faire absolument ce qu'ils veulent, quoi. Et je pense aussi que des entreprises peut-être plus classiques, on va en parler après, je pense que ça peut répondre à certains besoins. Tu vois, je te dis pas que l'approche d'agent de carrière, elle solutionne tous les problèmes et qu'elle est là pour, et que c'est la solution pour tous les besoins clients. Oui, tu dis que ça peut qu'il y a différents modèles qui peuvent coexister pour différents besoins. Moi je pense. Alors non, évidemment, quand il n'y a pas de respect, qu'il n'y a pas d'éthique, qu'il y a de la discrimination et tout, je te dis ça n'a aucun sens d'exister nulle part. Mais en dehors de ça, des pratiques qui sont parfois un peu plus pushy, tu vois, ou alors on va aller chercher plus des candidats en plus grand nombre, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes pratiques quand on va devoir recruter 15 devs pour un plateau, pour un projet énorme, et qu'on va nous donner une fiche de poste qui est en réalité une liste de 10 mots-clés, et basta. On ne peut pas faire la même chose que quand on travaille dans les conditions dans lesquelles j'ai travaillé. Donc, c'est juste pour dire, c'est un petit disclaimer pour défendre un peu les recruteurs, en tout cas, mais pour dire que voilà, un recruteur, il va pouvoir faire aussi ce qu'on lui permet de faire. Et en tout cas, le recruteur va être très dépendant de son contexte en réalité. Et ça, on va peut-être en parler aussi dans l'interview, mais c'est un métier que je trouve exigeant et difficile par rapport à ça parce que tu es intermédiaire. Alors surtout en cabinet de chasse, comme moi je l'ai fait pendant 5 ans, mais en réalité, là maintenant, je suis en interne et je me rends compte qu'en fait, tu restes l'intermédiaire, soit de tes clients et de tes candidats, et aussi de ton management, de comment on va te manager et des objectifs qu'on va te mettre. Et puis quand tu es en interne, en réalité, tu es encore l'intermédiaire parce que tu es entre les managers ou ta direction ou les hiring managers, tu vois, ceux qui recrutent, qui te passent un brief pour recruter, et les candidats. Et le contexte de ta boîte, et aussi les objectifs que tu as, etc. Donc en réalité, c'est un poste où tu es à la jonction. Moi, c'est ce que j'adore parce que j'adore être en contact avec des gens tout le temps. Donc je dis souvent que dans mon métier, je parle toute la journée et j'adore. Mais c'est du coup dur sur certains aspects parce que plein de fois, ce qui est frustrant et ce qui peut être un peu injuste, et ça, je l'ai surtout vécu, je pense, en cabinet, c'est que du coup, tu n'es pas complètement maître à bord. En fait, tes résultats, ils ne sont pas du tout que corrélés à est-ce que tu fais bien ton travail ou pas. Et ça, des fois, c'est rageant, tu vois. Parce qu'en vrai, en fait, tu as une telle dépendance de tout ton contexte, de tout ton environnement de travail, que ça peut être parfois un peu difficile à vivre. Oui, c'est un travail, entre guillemets, collectif. Tu ne es pas seul mettre à bord pour savoir si tu réussis ou pas ton objectif. Ouais, tu vois, c'est drôle, mais des fois, j'en parlais avec ma mère, et ma mère, elle est kiné, donc rien à voir. Et des fois, je me souviens, quand j'avais des coups durs et tout, lui dire, mais tu vois, en fait, toi, ce qui est trop bien dans ton métier, c'est que tu vas au boulot, tu vas traiter tes patients, tu rentres chez toi le soir, le boulot est fait. Il n'y a pas de, tu vois. Alors que quand tu fais du recrutement, tu vois, tu peux aller tous les jours au boulot et travailler, etc. Et potentiellement ne pas avoir les résultats escomptés. Et en fait, je pense que ce qui renforce ça, c'est que moi, en tout cas pendant 5 ans, sur toute mon expérience en cabinet, j'ai toujours travaillé au succès, à 100% au succès. Et ça, c'est très, très difficile, je trouve, sur ce point-là. Le succès, si tu veux peut-être que je... C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, on n'était pas rémunéré tant qu'on n'avait pas recruté effectivement un candidat chez nos clients, quoi. Parce que c'était une de mes questions, c'était dans votre cabinet à vous, quel était le business model et quels sont les différents business models en général du recrutement et celui que vous avez pris. Donc toi, c'était au succès. Alors moi, j'ai connu le cabinet au succès. Mais on était en mode hybride avec aussi une partie prestation chez des clients. Donc on avait aussi des salariés qui étaient en prestation chez des clients en régie. Donc là, c'est un autre business model. Là, en tant que ESN ou SS2I, c'est comme ça que ça s'appelle, les entreprises qui fonctionnent sur ce business model. En fait, tu prends une marge sur un TJM que tu vends à ton client. Donc entre ce que tu rémunères ta ressource, désolé d'utiliser les termes, mais voilà, entre ce que tu rémunères la personne qui va faire la mission et ce que tu vas facturer à ton client, tu vas prendre une marge, alors que sur de la chasse de tête, tu vas être sur une marge, sur un markup, si tu veux, sur une commission, voilà, pardon, je cherchais le mot, qui va aller de 20, 22, 23, 25%. Je crois que ça excède rarement ça. En tout cas, c'est la moyenne du marché que je connais ici. Et dans ce cas, soit tu as des cabinets qui fonctionnent 100% au succès, ça veut dire que ta commission, tu la prends que quand la personne rentre effectivement en poste, d'accord, et recrutée.
soit tu vas avoir des cabinets qui fonctionnent au mandat. Et dans ce cas, le mandat, ça veut dire que tu vas facturer une première partie à ton client qui va quelque part, entre guillemets, récompenser ton travail de sourcing et de chasse, parce que ça prend un temps fou, et de traiter les candidatures, ou en tout cas de qualifier les candidats. Et tu vas avoir ta facture globale, effectivement, si tu arrives à recruter la personne. Mais du coup, quand tu recrutes au mandat, si jamais tu n'arrives pas, effectivement, enfin, tu n'arrives pas. Si jamais il n'y a pas de recrutement au bout de ta chasse, d'accord, eh ben, tu auras quand même touché ce mandat-là qui est censé rémunérer la partie du travail qui est faite. Et en fait, ce qui est injuste avec le succès, et j'écoutais une interview de Élise Moreau il n'y a pas très longtemps où elle disait, mais il n'y a aucun autre métier où ça fonctionne comme ça. Est-ce que tu vas chez ton dentiste et tu lui dis, je te paierai une fois que j'aurai plus mal aux dents? Il y a personne qui fait ça, tu vois. Tu ne vas pas demander à ton plombier ou à ton serrurier de te changer ta serrure et potentiellement, si jamais la serrure, elle te va, tu le payes au bout du compte. Donc, c'est très rare ces marchés-là et c'est très dur, franchement, Enfin, moi, je dis chapeau, voilà, à tous ceux qui travaillent que au succès. Moi, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai eu envie d'arrêter et de changer parce que, au bout d'un moment, c'est fatigant. En fait, toi, de t'axer sur ta qualité, de prendre du temps, etc. Et parfois, comme tu es dépendant d'un environnement, d'un contexte et que c'est pas que toi qui, voilà, c'est pas que en faisant de la qualité que forcément la personne va être recrutée parce que c'est quelqu'un d'autre qui va recruter quelqu'un d'autre, tu vois. Donc, toi, personne dans le truc, quoi. Et ben du coup, il y a des moments où en fait, quand ton client finit par te dire, non, en fait, j'ai trouvé et que ça fait 3 mois que tu bosses sur le truc, que tu chasses, que tu as sourcé des gens, que tu as qualifié, que tu as envoyé, que tu as suivi le process, que tu as préparé tes entretiens, et que c'est non, tu as 0 en fait. Donc, tu as travaillé pendant 3 mois, potentiellement, pas complètement que sur ce compte, mais potentiellement pour rien. Et j'avais 2 questions liées à ça. Tu disais au succès 15, 20, 25%. Donc, je présume que c'est du salaire annuel, c'est ça? Salaire brut annuel. Salaire brut annuel. Package compris. Hein. Enfin, voilà. Et l'autre modèle où tu disais vous êtes appelé en ASN, vous placez des gens. Du coup, c'est des gens de recruteurs internes que vous placez, des RH Non, non, attends, j'ai pas dû bien t'expliquer. C'est moi qui n'ai pas bien compris. Par exemple, tu vois, j'avais des clients qui me demandaient un développeur, j'en sais rien, un développeur .NET, mais qui allait le prendre en presta parce que pour le client, voilà, ça a aussi des avantages. Et donc, nous, dans ce cas, on recrutait quelqu'un en interne qu'on plaçait en mission chez notre client. Tout à fait, oui, c'est le modèle ESN classique. C'est ce qu'on fait aussi, nous, avec AirSkill pour les formateurs. Effectivement, oui, quand on a des freelances, on les place comme ça et on prend une commission sur c'est ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, chez Forward. C'est le même business model pour un cabinet de conseil. Un consultant qui va en mission chez ton client 2 jours par semaine, je ne sais quoi, c'est pareil. C'est une facturation avec un TJM et après, tu vois, ta marge, elle est faite comme ça, en fait. Il y a un côté, oui, peut-être un peu moins aléatoire que la rémunération purement au succès, qui ne doit pas être facile. Parce que tu disais, c'est une des raisons qui ont fait que tu as eu envie d'avoir un modèle peut-être plus qui récompense plus directement les efforts, un peu moins aléatoire, c'est ça? Ouais, ça a été un côté difficile au bout d'un moment, moi. Bon, après, c'était un ensemble. Je pense que j'arrivais au bout d'un cycle aussi. J'avais envie de nouveautés. Je te disais tout à l'heure, moi, l'apprentissage, je pense que c'est vraiment un carburant pour moi. Et que franchement, j'en avais de moins en moins. Parce que du coup, ça faisait 5 ans que j'étais sur le même marché. Nous, on était quand même dans la tech, mais vraiment ici en région, quand même très locale. Donc voilà, tu as un vivier quand même, tu vois, de gens, de candidats, de talents, voilà, que tu connais, dont tu t'occupes. Alors après, c'était chouette aussi. C'était génial d'être dans ce côté, entre guillemets, confortable et c'était vraiment très chouette. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de me re-challenger et d'aller re-apprendre. Et quand je disais apprendre, c'est apprendre de profils un peu nouveaux et différents parce que du coup, pour moi, en tout cas, sur cette approche d'agent de carrière, tu apprends beaucoup des gens, des candidats, parce que tu évolues aussi au gré des échanges avec les candidats, etc. Donc, j'avais envie de travailler un peu dans un secteur d'activité un peu différent, en tout cas auprès de profils un peu différents. J'étais persuadée que la tech, c'était très bien d'avoir commencé avec ça. Je suis très heureuse d'avoir commencé presque dans le dur, tu vois. Et j'aurai toujours une attache pour la tech et j'ai pas envie d'abandonner complètement ça. Et je pense que comprendre la tech et les équipes techniques, c'est tellement clé aujourd'hui. Tellement clé pour comprendre plein d'autres métiers. Moi, je pense que
Et les devs, s'il y en a qui nous écoutent, seront contents de l'entendre, mais moi, je pense vraiment que c'est de plus en plus le poumon ou le cœur d'une entreprise. Donc, je suis hyper heureuse d'avoir travaillé auprès de ces équipes-là, mais j'avais envie de diversité un peu, et j'avais surtout aussi très, très envie d'aller fouiner aussi un peu et de m'expérimenter au recrutement en interne, c'est-à-dire là où, au bout d'un moment, j'étais frustrée parce que j'adorais accompagner mes clients, moi, en cabinet, sur comment on peut améliorer leur process, le construire, le structurer, tu vois, améliorer leur marque employeur, travailler les annonces pour vraiment attirer les bonnes personnes, les bons talents. Et en fait, j'étais souvent frustrée parce que ça s'arrêtait, c'était du one-shot. Donc, je bossais avec eux le temps d'un recrutement et puis ça s'arrêtait. Et j'étais souvent frustrée de ne pas pouvoir avoir plus de long terme. Donc, en fait, quand l'opportunité chez Forward s'est présentée à moi et que ça mêlait les deux, c'est-à-dire j'ai une casquette interne, une casquette externe, donc je continue la chasse de tête, mais je fais aussi du recrutement en interne. C'était génial pour moi parce que du coup, ça m'amenait ce nouveau souffle un peu avec tous les petits trucs nouveaux que j'avais envie d'apprendre, tu vois. Donc voilà. Mais en effet, hein, franchement, le succès, ça a fait partie en tout cas des moments difficiles de ce métier très clairement et des frustrations que tu peux avoir, je trouve, au quotidien quand tu as un cabinet de chasse qui fonctionne de cette manière. Ok. Et avant de rentrer de plus dans ton quotidien, dans ton ancien travail, est-ce que tu pourrais résumer, c'est quoi du coup le concept Oui, d'agent pardon. de carrière C'était ça ta question tout à l'heure. Dis-moi. Donc, je te disais, moi, j'ai eu la chance de démarrer comme ça, mais en effet, l'approche, alors moi, j'ai du mal à concevoir le recrutement autrement et je me rends compte que franchement, c'est assez naturellement, enfin, je pense que je le ferai que comme ça tant que je fais du recrutement. Mais le concept, en fait, de base, c'est de se dire finalement, la méthode, enfin, le recrutement tel qu'il est conçu de manière assez classique et historique, je sais pas, depuis 30 ou 40 ans, j'en sais rien, tu vois, peut-être même plus, c'est plutôt le rapport, enfin, c'est plutôt de se dire le point de départ, c'est un client qui a un besoin, qui fait une fiche de poste, qui descend cette fiche de poste à la personne qui va devoir recruter, qui va chercher des candidats. Et donc, en fait, je fais volontairement ce signe-là, là, donc en vertical, pour ceux qui nous écoutent et qui ne me voient pas, pour dire que du coup, c'est un truc descendant de l'entreprise en haut au candidat en bas, et que du coup, pour chercher ton candidat, tu vas passer par donc, qu'on appelle soit une fiche de poste, soit un brief, c'est-à-dire des cases avec des critères où on va te dire expérience, il faut 5 ans et plus, langage, parce que moi je bossais avec les devs, il faut PHP, Symfony et puis JavaScript, j'en sais rien, mais ça peut être pareil pour tous les autres métiers, tu vois, c'est-à-dire les compétences. Et puis voilà, donc grosso modo, c'est à ça que ça ressemble un peu un brief, tu vois, historiquement pour un recruteur. Et donc, tu vas aller chercher après, faire ce qu'on appelle une chasse de tête, ou peu importe, enfin voilà, en tout cas une recherche, ou alors tu vas poster une annonce avec ces éléments-là, et tu vas sélectionner tes candidats en fonction de ce que toi, tu as en tête et des carrés dans lesquels tu veux les faire rentrer, des cases dans lesquelles tu veux les faire rentrer, parce que tu as ton besoin, en fait. Donc, à partir du moment où tu vas aller chercher des gens et chercher à sélectionner des candidats avec ta recherche en tête, en voulant coller à cette recherche, tu ne vas pas réellement être ouvert à un échange sur le candidat lui-même. Le point de départ, c'est quand même la recherche d'un client. L'approche d'agent de carrière, le principe, c'est de dire, en fait, on fait l'inverse. Pour être meilleur et pour recruter les bonnes personnes et que ça fonctionne sur du long terme, on va non pas démarrer de la requête d'une entreprise, mais on va bien connaître nos entreprises. Ça, c'est quand même un point très important pour moi du rôle d'agent de carrière, c'est-à-dire on ne s'en suffira jamais à un brief avec 3 mots techniques et 4 lignes, quoi. C'est pas possible. Et par contre, on va aller plutôt proposer à des candidats, à des talents qui sont dans des projets de mobilité, etc., de faire le point sur leur projet professionnel. Leur projet professionnel, donc moi, à chaque fois que j'ai un candidat, je démarre de zéro avec lui sur qui es-tu, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, qu'est-ce qui fait sens pour toi, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin, sur quelles compétences tu penses pouvoir t'appuyer ou qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter à une boîte en termes d'expertise, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre, c'est quoi l'environnement qui te permet de t'épanouir, humain, technique, peu importe. Quel type de management tu aimes, quelle organisation tu as besoin d'avoir entre ta vie pro et ta vie perso, quelle sécurité tu as besoin d'avoir en termes de statut, CDI, freelance et autres, quelle rémunération tu as besoin d'avoir, ou est-ce que tu as besoin de faire un saut assez significatif, un saut, d'augmenter ton salaire, enfin j'en sais rien, en fait il peut y avoir autant de choses et de critères que d'individus.
Et donc, c'est ça l'approche d'agent, c'est de dire, on va être des agents de carrière au même titre qu'un agent de sportif de haut niveau ou au même titre qu'un agent d'artiste, de musicien, d'acteur, peu importe. C'est-à-dire qu'on va penser plutôt qu'on va être le témoin du projet professionnel et individuel de chaque candidat et de chaque talent pour aller chercher la bonne entreprise et pas l'inverse. D'accord, oui, je vois. Oui, vous partez du schéma inverse. Du coup, est-ce qu'il y a, c'est plus la qualité vs quantité? Vous ne pouvez pas avoir peut-être autant de candidats simultanément? Ouais, clairement. Après, bah voilà, sinon, si tu veux faire de la quantité, il faut être plein de petits agents de carrière, enfin petits ou grands, mais plein d'agents de carrière. Mais en effet, un Oui. agent de carrière va avoir ses limites parce que du coup, effectivement, c'est clairement une approche qui vise la qualité plutôt que la quantité. Et y compris, tu vois, dans les échanges, moi, je pense que pour que l'approche d'agent de carrière ait du sens, tu vises des relations long terme avec tes candidats qui deviennent, qui sont, en fait, c'est pas des candidats pour one shot, un process. J'ai fait un post là récemment sur LinkedIn parce que j'étais un peu choquée de ce que vivait un proche sur un process de recrutement, où en plus je disais, mais c'est dommage parce que la personne là, tu vois, ceux qui ont chassé ce profil-là se coupent d'une possible relation long terme avec le candidat en lui faisant vivre une expérience qui était, ma foi, pas ultra positive, tu vois. Alors que moi, je sais que en tout cas, ma philosophie et ce en quoi je croyais, et j'ai toujours cru et je continue de croire, c'est dans des relations long terme. C'est-à-dire que moi, il y a plein de gens que j'ai eus, que j'ai qualifiés, entre guillemets, c'est-à-dire avec qui j'ai fait connaissance, qui m'ont expliqué leur projet, pour qui j'ai essayé de chercher des postes et à qui j'ai jamais trouvé le poste, tu vois. Ou à qui j'ai trouvé le poste 3 ans après notre premier échange ou 4 ans après notre premier échange. Ou même, tu vois, toi, c'est un exemple de ça. C'est-à-dire que tu m'as recontacté en me disant, bah, tiens, Manon, est-ce que tu veux parler de ton métier? Mais on se connaît depuis longtemps et je crois que je t'ai jamais trouvé de mission. Et pour autant, ça ne nous a pas empêché de créer un lien. Voilà. Et moi, je pense que le recruteur aujourd'hui, il doit être surtout un créateur de liens et il doit être en mesure de créer du lien avec des candidats pour donner envie, en tout cas à ces candidats-là, de lui faire confiance sur leur recherche de poste un jour ou l'autre et à différents moments clés de leur carrière. Moi, j'ai des devs, tu vois, qui encore là m'ont contacté alors que je venais de changer de poste en me disant, bah non, je vais rechercher ça, ça, ça. Donc, c'est ça qui est génial, c'est que, et j'ai eu des devs sur mes 5 ans chez Potentiel IT ou des tech leads ou des, voilà, à qui j'ai pu trouver déjà 2 ou 3 postes qui me disaient, bah tiens, ça y est, j'ai envie de changer, maintenant j'ai envie de faire ça. Et je leur avais trouvé leur poste précédent. Et ça, moi, je pense que c'est la vraie force de l'agent de carrière, mais en effet, il est forcément assez limité, ou en tout cas, il part du postulat qu'on fait le pari de la qualité et pas de la quantité. Ça, c'est clair. Oui, vraiment comme dans le monde du sport ou du cinéma, ce que tu disais précédemment, avec un nombre de personnes dans son réseau. Ouais. Ok. Bah là, c'est clair en termes de vision, ce que vous projetez. Et du coup, ta journée type au quotidien, c'était quoi dans ce genre de schéma, si tu devais donner un exemple un peu typique? Oui, bah alors je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'échanges en tant que recruteur et surtout en tant qu'agent de carrière, parce que du coup, bah, tu prends le temps, il y a beaucoup d'écoute active. Moi, j'ai beaucoup appris à écouter et je continue beaucoup à apprendre ça au quotidien parce que voilà, tu es en ligne ou en visio avec des interlocuteurs qui sont très différents, qui vont avoir des manières de communiquer qui sont très différentes aussi, tu vois. Et donc, il faut pouvoir s'adapter. Donc voilà, je dirais, ma journée type, ça va être d'avoir au moins 2-3 calls dans la journée. C'est rare que j'en ai moins. Et puis après, c'est pareil. Alors là, je parle des candidats, mais quand je dis des calls, ça peut être aussi avec des clients pour comprendre le besoin client. Ça, je ne l'ai pas beaucoup détaillé encore, mais c'est une grosse partie de mon métier que j'adore vraiment aussi, qui me passionne parce que du coup, pour moi, là, c'est aussi être en empathie, creuser, comprendre tous les environnements, se dire, OK, quel type de personne, enfin, quand je dis quel type de personne, tu vois, essayer de s'imaginer la personne qui pourrait pile combler le besoin de telle entreprise dans tel contexte. Donc, bon, moi, j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup d'échanges avec des clients ou des candidats. Ça, c'est dans une journée type, c'est clair. Après, il y a pas mal de rédaction aussi dans mes journées type parce que du coup, ben, je communique pas mal sur LinkedIn, je réponds, enfin, j'ai pas mal d'échanges aussi par mail, le fait de rédiger aussi des annonces, voilà. Et puis les journées type, je sais pas, il y a le fait de regarder plein de CV. Ça, c'est clair quand tu es Ah oui. recruteur, que tu sois agent de carrière, recruteur classique. Alors moi,
un CV, c'est pas une fin en soi, tu vois. C'est-à-dire que contrairement à l'approche classique, je vais pas me dire, bah, OK, le CV, il va ou il va pas, puisque je regarde pas le CV pour, tu vois, pour cocher des cases. Mais voilà, je pense que ça, c'est ma journée type. Voilà. Et puis actuellement, sur mon poste actuel, j'ai plein de nouvelles choses dans mes journées types parce que j'ai toute cette partie recrutement interne. Et du coup, j'ai ajouté, Ah, tu vois, des choses ju- avec la RH, voilà, sur tout cet aspect justement, interne. juste pour que les gens visualisent, donc du coup, ton nouveau poste, ça consiste en quoi exactement? Alors, mon nouveau poste, donc j'ai intégré Forwards Advisory, qui est un cabinet de conseil en transformation digitale qui accompagne des sociétés, donc du grand groupe à la petite et moyenne entreprise, en passant par la start-up, qui a quand même un portefeuille client qui est quand même majoritairement, je pense ne pas me tromper en disant ça, composé de plutôt grands groupes ou PME, tu vois. Qui a été cofondé par Igor et Sarah, qui sont deux purs produits du conseil, etc., qui ont eu envie à un moment donné de proposer un nouveau modèle. Donc, tu vois, c'est marrant, mais j'ai encore une fois eu envie de rejoindre des dirigeants qui avaient une idée innovante. Et en fait, voilà, je retrouve un petit peu des choses qui m'ont plu à l'époque où j'ai démarré chez Potential IT. Et donc, moi, je rejoins Forwards, l'équipe Forwards, avec deux casquettes. Donc, la casquette chasseuse de tête, ça revient un peu à tout ce que je viens de te raconter. Et l'objectif, c'est de dire, bah, jusqu'à maintenant, Forwards accompagne ses clients dans les transformations par le levier du conseil. Et demain, on veut être capable de les accompagner dans leur transformation par le levier du recrutement aussi. C'est-à-dire pouvoir les aider à aller chercher les compétences qu'ils n'ont pas en interne pour vraiment solidifier, tu vois, le travail du consultant, par exemple, et se dire, bah voilà, on va aller faire grandir les équipes, on va aller chercher les talents qu'il nous faut pour construire les équipes de demain. Donc ça, c'est la partie externe, c'est ce que je faisais jusqu'à maintenant pour mes clients, que je vais faire là de la même manière pour les clients de Forward. Et puis la casquette recruteuse interne, ben, c'est une casquette de Talent Acquisition Manager, c'est le terme qu'on a le plus, je pense, tous l'habitude de voir. C'est-à-dire que je suis en charge du coup de recruter, de faire grandir l'équipe Forward. Donc de recruter les consultants qui feront le cabinet de demain et qui nous permettront d'atteindre la croissance qu'on se fixe quoi, en objectif. Et donc dans ce métier-là, il y a plein de choses qui en découlent. Il y a le fait de structurer le process, de leur permettre j'aime pas trop le mot industrialiser, mais tu vois, il y a de ça, industrialiser, j'ai l'impression qu'on va faire une usine à gaz, alors que c'est pas du tout le but. Ouais, mais de construire des process qui sont plus optimisés, automatisables, etc. Exactement, exactement. Et puis jusqu'à maintenant, du coup, Forward, c'est une boîte qui s'est lancée en 2019, donc qui est encore assez jeune. Donc jusqu'à maintenant, le recrutement, il était un peu éclaté entre différentes personnes, tu vois, qui faisaient ça, mais dont c'était pas le métier, quoi. Et donc du coup, là, l'idée, c'est d'arriver aussi un petit peu avec mon expérience à leur apporter ce que j'ai vu, moi, qui pouvait marcher chez les clients, pour avoir un process peut-être plus fluide, pour aider aussi les consultants à monter en compétence sur le recrutement aussi. Pour moi, c'est pas rien de recruter et ça ne devrait pas se faire comme ça de manière complètement intuitive ou sans apprentissage. Donc, j'ai aussi un rôle d'essayer de faire monter en compétence les consultants Forward sur le recrutement. Voilà. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'on s'est retrouvés avec Igor et Sarah, en tout cas, sur cette philosophie de l'agent de carrière et que je me questionnais un peu en me disant, mais finalement, comment est-ce que je vais pouvoir garder mes préceptes un peu et mes valeurs d'agent de carrière en tant que recruteuse que Talent Acquisition Manager? Et en fait, la réponse est oui à 100%. Et donc, c'est ça qui est passionnant, c'est que tout ce que je faisais en cabinet, je continue exactement de le faire aussi pour la partie interne, c'est-à-dire que oui, j'ai le projet Forward en tête et je sais à peu près où on veut aller, quelle personne on voudrait accueillir dans l'équipe, etc. Mais pour autant, chaque candidat qui postule, qui me contacte ou que je sollicite, eh ben, je vais quand même repartir de son projet pour me mettre aussi dans cette posture de me dire, OK, est-ce que ton projet, est-ce que je pense que tu peux t'épanouir chez nous? Est-ce que nous, on va pouvoir permettre, est-ce que Forward peut être l'environnement adéquat pour que tu atteignes tes objectifs pro? Et est-ce que du coup, vu que tu vas être épanoui chez nous, tu vas pouvoir être un consultant performant? Tu vois, c'est ça, pour moi, le cercle vertueux, c'est de recruter les candidats de cette manière en privilégiant leurs projets individuels et pro. Ben, c'est aussi te permettre de construire une équipe robuste, solide et durable surtout. Parce que du coup, tu engages les candidats avec toi sur du plus long terme, tu vois. Parce que tu peux parler avec eux de trajectoire professionnelle, d'ambition.
Tu vois, on n'a pas peur de demander au candidat, bah, c'est quoi la trajectoire que tu voudrais avoir? Et on se questionne, nous, on se challenge, ça nous challenge en fait les candidats qui nous confient leur trajectoire parce qu'on se dit, OK, est-ce qu'on est capable vraiment de permettre ça à telle personne et est-ce que ça va être raccord par rapport aux ambitions de format? Oui, c'est une Donc, relation de long terme encore, comme tu ouais, disais tout à l'heure. ouais, Et pour rebondir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, tu nous avais décrit un peu comment tu sourçais tes candidats en partant de leurs besoins, les connaissant, etc. Mais tu as évoqué aussi le fait de la façon dont tu qualifiais le besoin de l'entreprise. ouais. Et comment tu fais pour éviter que ce soit simplement, comme tu disais, un format classique, un brief avec quelques mots-clés posés? C'est quoi le process pour Bah, toi? des fois, j'y arrive pas, hein, je te dis la vérité, franchement. En vrai, j'avais cette chance quasiment tout le temps en cabinet de choisir un peu mes clients. Et en fait, on s'était un peu fixé ce truc de se dire, bah, en fait, quand on peut pas travailler et quand on nous donne pas les éléments pour bosser de cette manière-là, on n'y va pas, quoi. Parce que sinon, on va pas y arriver. Donc ça, c'était cool. Mais après, je comprends aussi les clients parce que t'imagines, enfin, en fait, il y a un nombre de cabinets de recrutement aujourd'hui qui est énorme. Et tu vois, moi, mon frère, par exemple, il est plutôt, enfin, il est responsable produit dans une boîte et il me le dit des fois, il me dit, ah non, moi, je reçois X demandes de cabinets par semaine ou par mois. Donc je les comprends, moi qui arrive en disant, on Hmm. peut prendre une demi-heure ou une heure, s'il vous plaît, pour parler de votre besoin. S'ils font ça avec tous les cabinets, c'est ultra chronophage et c'est juste pas possible. Donc, c'est bon. J'explique ça pourquoi? Parce que ce que j'essaye de faire avant tout, c'est de leur expliquer l'intérêt, en fait, de prendre ce temps. Et prendre ce temps, c'est pas juste pour dire, tu vois, on va prendre du temps ensemble et puis sans avoir un but précis. C'est que moi, j'aimais bien parler d'immersion carrément. C'est qu'en fait, je leur disais, le temps qui est pris là, c'est ce qui va me permettre, plus je vous connais, plus je vous comprends, plus j'arrive à comprendre qui vous êtes, meilleur je vais être dans ma sélection. Et plus fine, je vais pouvoir faire cette sélection et donc vous faire gagner du temps, puisque je vais vous envoyer moins de candidats, mais mieux qualifiés, et ce sera les meilleurs, et vous allez en prendre un, tu vois. Donc en fait, c'est de montrer cet intérêt que l'investissement de temps, ben, tu le récupères normalement, tu vois. Et Hmm. ce qui est cool, c'est une fois que tu as montré ça au client et qu'il est en confiance, plus jamais le client il te dit bah non, je prends pas une heure parce qu'il a compris à quoi sert de prendre une heure. Et donc ce qui était génial et que moi j'ai adoré, et j'espère que ce sera comme ça encore longtemps, c'est que j'ai tellement fonctionné par bouche à oreille, par recommandation de clients. Et ça, il n'y a rien de mieux parce que quand c'est quelqu'un d'autre qui a vécu cet accompagnement-là et qui dit à quelqu'un, franchement, passe par cette personne ou passe par ce cabinet ou par cette entreprise et tu verras, ça vaut le coup que tu investisses du temps parce que derrière, ton expérience sera différente. Bah, Hmm. du coup, j'avais tout gagné et souvent, ça me permettait d'avoir ce temps-là donné par les entreprises. Donc, première réponse, c'est avoir le temps qu'il faut pour ça. Et après, comment je faisais? Bah, je leur disais aussi que moi, j'ai une vision, enfin, en tout cas, j'ai une croyance, c'est que dans le recrutement, plus tu es transparent, plus tu gagnes du temps aussi, quoi. Et à un Hmm. moment donné, se raconter un truc magnifique sur le papier ou décrire un truc, des fois, je disais aux candidats, je leur disais, moi, je veux pas te décrire la publicité de telle boîte pour que tu y ailles, je veux te décrire l'environnement tel qu'il est, réellement, avec ses avantages et ses inconvénients, comme tous les environnements ont, pour que tu puisses te dire, OK, je m'y projette. C'est-à-dire que les avantages de cet environnement me plaisent et les inconvénients ne me déplaisent pas trop. Donc, je m'y projette. Mais que moi, c'était une de mes plus belles récompenses quand un candidat me disait au bout de 4 mois, 6 mois, 8 mois, bah, en fait, bah non, je suis arrivée dans ce que tu m'as décrit, j'ai pas été surprise. Tu vois? Hmm. Bah, je me disais, mon job a été fait, et pour le client aussi, le job a été fait, parce que du coup, il n'a pas quelqu'un qui, au bout de 3 semaines, lui dit, ah non, mais désolé, mais moi, je ne vais pas rester parce que je ne m'y vois pas. Oui, c'est du gagnant-gagnant. Hmm. Gagnant-gagnant. Donc, je challengeais grave leur. C'est-à-dire que la fiche de poste trop belle, trop parfaite, on est agile. Ah oui, et c'est quoi, c'est-à-dire, vous êtes agile comment? Vous êtes agile comment? Ça veut dire quoi être agile? Parce que moi, je me souviens de ça où j'ai vu la bascule d'un coup, il y a eu, on est agile dans toutes les fiches de poste, tu sais. Oui. Et genre, tu savais plus. Enfin, en fait, après, tu allais creuser. Il y avait des fois, c'était pas du tout agile. C'est juste qu'on avait dit on est agile et que le chef de projet, on l'avait appelé product owner et que quelqu'un d'autre, on l'avait appelé scrum master ou tu vois ce que je veux dire? Hmm. Alors que l'agilité, il y a plein de préceptes, de valeurs, de choses à faire ou à ne pas faire, ou de manières de faire, etc. Et pourquoi on le fait. Et l'agilité pour l'agilité, si ça ne sert à rien dans ton contexte, ça ne sert à rien non plus. Tu vois. Donc c'est ça, en fait, c'est d'aller creuser, je dirais. Plus les mots sont beaux, plus la présentation est belle, plus j'allais creuser. Creuser, pardon. Donc tu vois, c'était comment vous incarnez tel point concrètement. Donc je demandais au client, donnez-moi des éléments concrets.
l'agilité, je sais pas moi, quel exemple je peux te donner je sais pas, s'il y a un client qui met que le collectif est important, ok, bah comment vous incarnez ça? Oui, des Comment exemples Des réels. exemples concrets, réels. Et donc, je demandais beaucoup ça, je demandais beaucoup de choses un peu dérangeantes en vrai, mais en fait, je leur disais toujours que je préfère que nous, on s'en parle et que, en fait, on puisse se dire ensemble, bah, ok, de quelle manière vous comptez le présenter au candidat, quelle est votre histoire, qu'est-ce que vous voulez raconter, c'est quoi votre histoire en fait. Moi, j'essayais toujours aussi d'aller creuser ça et d'aller creuser aussi l'histoire de la personne, le manager que j'avais face à moi. J'essayais de comprendre qu'est-ce que toi tu fais dans ce job, pourquoi tu y es encore, c'est quoi le sens pour toi, c'est quoi ton projet. Parce qu'en fait, d'un coup, quand on se met à parler des gens qui constituent, qui composent une boîte, les candidats, ils sont trop contents. Mais moi, la première, j'ai été candidate là il y a 5 mois, 6 mois. J'avais envie de savoir quoi. J'avais pas envie de savoir exactement Forwards Advisory. J'avais envie de savoir c'est qui derrière Forwards. C'est Igor, Sarah qui ont monté cette boîte. Pourquoi? C'est des gens qui constituent un collectif et pourquoi ils y sont encore. Donc en réalité, c'est de raconter l'histoire, mais du coup, il faut raconter une histoire vraie, quoi. Pas Oui, une un truc. histoire aussi à taille humaine, avec Ouais, l'humain qui prime. exactement. Donc voilà. Donc comment je faisais? Bah voilà, je pose des questions, je prenais le temps, j'avais cette curiosité et puis d'aller vraiment comprendre avec qui cette personne va travailler, pourquoi, c'est quoi l'enjeu de ce poste. Ça, tu vois, on devrait tous le savoir, nous, recruteurs. Quand tu as une fiche de poste, tu ne sais pas ce qu'il y a comme enjeu derrière. Tu ne sais pas si le hiring manager, il est comme ça et qu'en fait, il est hyper pressé parce qu'il n'y arrive plus. Tu ne sais pas si ça fait 4 fois que ce poste, il est remplacé parce qu'on n'arrive pas à le trouver. Ah bon? Et moi, quand on me disait ça, je disais, mais qu'est-ce qui coinçait du coup les 4 fois? Parce qu'il faut que je sache pourquoi ça n'a pas marché pour pas retrouver, pour pas tu vois, vous retrouver quelqu'un qui va pas marcher. Donc, en fait, je dirais que c'est un travail d'enquêteur. Franchement, hein, c'est ça. C'est un travail d'enquêteur bienveillant parce qu'il ne faut pas y aller avec des mauvaises jumelles en mode je vais aller trouver. Et du coup, c'est important que le client sente cette bienveillance. Et moi, j'ai toujours gardé des super rapports aussi avec mes clients. Donc, je pense que ça, c'est très important. Donc, l'empathie pour le client, la bienveillance. L'humilité aussi, comme je disais avec les candidats, c'est-à-dire ne pas arriver genre je connais très bien je suis recruteuse donc je connais très bien ton besoin. Non, c'est lui qui connaît son besoin. Nous, recruteurs, on ne connaît pas en fait. On ne connaît pas le besoin client, on ne connaît pas le besoin des candidats quand on les a au téléphone. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'humilité, pour moi, c'est une des qualités essentielles sur ce métier. Parce que si tu arrives et que tu déroules ton speech avec ton candidat ou que tu déroules ton speech avec ton client, à mon sens, en tout cas, tu n'es pas dans l'approche d'agent de carrière, tu vois, tu es dans l'approche, pas dans une approche qualité, tu es dans une approche de tu déroules le truc, tu fais un peu usine à gaz, tu envoies 20 profils, ou tu vois, tu envoies des grosses campagnes bien costauds et tu vas chercher les gens sur des mots-clés, tu sais pas qui il y a derrière, tu vas envoyer 15 CV parce qu'il y a le mot-clé PHP dedans et tu vas te dire, bah, voilà, et tu vas te dire peut-être que sur les 20 CV ou les 15 CV, il y en a 2 qui sont retenus ou un qui est retenu. Et en vrai, ça marche. Et je te dis pas Oui, que c'est pas bien, mais c'est il une faut. question d'approche. Voilà, c'est une question d'approche. D'accord. Et alors, pour clore sur ce chapitre purement recrutement, j'avais encore 2 questions. La première, c'était pour toi, quelles sont les compétences clés pour être un bon recruteur ou une bonne recruteuse, avec en tout cas tes valeurs? Alors moi, bah, du coup, l'humilité, là, parce que tu vois, on vient de finir sur ce point et je rebondis dessus. Je pense que c'est très important. Et dans humilité, je mets le fait, en fait, dans humilité pro, moi, je mets le fait de bien te dire que tu peux apprendre de tout le monde tout le temps, quoi. Et que tu as toujours à apprendre. Tu vois, tu n'es jamais arrivé pour moi en tant que recruteur. Mais tout comme, je pense, c'est dangereux un médecin qui considère qu'il est arrivé tout le temps, tu vois. Je parlais tout à l'heure de kiné, mais en fait, je pense que tous les métiers où tu es dans le relationnel, si à un moment donné, tu estimes que ça y est, tu es arrivé, tu n'as plus besoin d'apprendre, bah, moi, je pense que ça coince. Et je pense que le métier où on est en relation, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et le métier de recruteur est un métier où on est en extrême niveau de relation parce qu'on a des clients, parce qu'on a des candidats, parce qu'on a des collègues. Enfin, voilà. Donc, l'humilité, du coup, le sens du relationnel aussi, pour moi, c'est un énorme avantage, en fait, parce que tu es en ligne tout le temps, tu parles tout le temps avec des gens. Donc, si c'est compliqué pour toi et si ça te demande trop d'énergie, ça, et que ça t'en file pas de l'énergie, ça risque de ne pas être agréable, en tout cas, tu vois, comme métier. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que je pourrais dire parce qu'en fait, j'en ai plein qui me viennent, mais les essentiels. Ouais, humilité, je mets beaucoup aussi avec respect des autres et voilà. Et peut-être efficacité quand même. Tu es quand même, comme je disais tout à l'heure, le lien, tu vois, entre plein de
de protagonistes. Et donc, je pense que les recruteurs doivent être des gens qui sont assez méthodiques, tu vois, efficaces, pragmatiques quand il y a besoin d'être pragmatique, et qui rappellent souvent, bah voilà, on en est là, le process c'est ça, cette période, enfin, voilà. Il y a un peu le côté chef d'orchestre, tu vois, que doivent avoir, je pense, les Ouais, il chefs faut de projet. quand même avoir une bonne organisation. Ouais. Ouais, je pense, qui n'est pas franchement ma meilleure qualité pour être très franc. Mais tu vois, je continue d'apprendre et c'est parfois des écueils pour moi dans lesquels je tombe un peu parce que tu peux vite être débordé dans ce métier parce que tu as plein de gens, parce que tu parles à plein de personnes et que Oui, ça va vite, hein. voilà, il y a des moments où il faut savoir poser les choses et bien, voilà, bien avoir ton orga en tête, je pense. Et dans ce métier, qu'est-ce que tu trouves le plus gratifiant et à contrario le plus difficile ou ingrat au quotidien en général? Alors moi, gratifiant, c'est clair et net, c'est quand j'arrive à... En fait, pour moi, dans ce métier, tu aides les gens, tu aides les autres dans le monde pro. Voilà, c'est-à-dire que tu vas aider tes clients à construire leurs équipes, à recruter les bonnes personnes et tu vas aider les candidats à cheminer dans leur vie pro et à peut-être aller trouver la bonne entreprise pour eux. Et du coup, quand tu le fais de la bonne manière, avec une expérience candidat positive, parce que du coup, voilà, le propre de l'approche d'agent de carrière, c'est quand même de te dire que tu veux que tes candidats, ils passent un bon moment avec toi quand même, tu vois, ou que tu sois quelqu'un d'aidant, d'intéressant ou qui leur aura permis d'avancer, de cheminer dans leur vie pro. Et ben quand tu le fais bien et que tu as des candidats qui te disent bah, franchement merci beaucoup parce que j'ai jamais eu une si bonne expérience candidat ou j'avais la phobie jusqu'à maintenant des process de recrutement ou tu vois je détestais ça ou je détestais passer un entretien et grâce à la prépa ou au travail qu'on a fait ensemble je me sens plus à l'aise. Bah ça pour moi c'est voilà, c'est la meilleure, c'est trop bien quoi. Donc ça c'est gratifiant. Voilà. Okay. Et qu'est-ce qui est frustrant bah, ce que je te disais tout à l'heure, je pense, le fait d'être très conditionné à ton environnement et de pas toujours avoir toutes les cartes en main. Oui, que tes efforts soient un peu décorrélés du résultat. Ouais, et puis du coup, ça dépend beaucoup d'autres personnes, et même en interne, en fait. Tu vois, alors sur l'approche en cabinet au succès, c'est évident que du coup, c'est pas toi la décisionnaire finale. Donc oui, tu es complètement en fait dépendant de plein d'autres acteurs. Mais même en interne, en fait, tu vas aussi avoir ton hiring manager qui est sous l'eau, qui n'a pas le temps de te répondre, et puis tu es obligé de le relancer 4 fois, 5 fois de ta candidature, et puis le candidat, il a trouvé, et puis en fait, toi, tu as fait ta qualif, et ton candidat, il était top, et c'est pas vraiment de ta faute, ce truc. Donc en fait, comme tout rôle où tu es un peu à l'intermédiaire entre différentes personnes, différents postes, et ben du coup, oui, ça peut être un peu frustrant. Ok. Et là, je voulais te poser quelques questions plutôt du point de vue candidat, donc plutôt candidat dev, hein, tech. Ouais. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils à donner à quelqu'un qui, bah, justement, voudrait trouver un job dans le développement, vu qu'on dit que c'est ainsi le marché tech est un peu plus compliqué qu'il y a quelques années. Est-ce que toi, tu aurais des conseils pour se différencier, pour sortir du lot et peut-être obtenir cet objectif? Oui, j'en ai plein des conseils. Et le premier truc que je vais dire là, c'est que qui que ce soit qui écoute cette interview, n'hésite pas à me contacter de manière plus directe sur LinkedIn pour qu'on puisse prendre ce temps-là, parce que j'adore ça et que je le fais très volontiers, même en dehors de n'importe quel process de recrutement. Voilà, parenthèse refermée. Mais du coup, oui, j'ai... Alors... qui dit marché tendu dit du coup plus de concurrence ou moins de tension en tout cas. Enfin, si, marché tendu, c'est pas moins de tension, mais peut-être moins de tension sur le côté rareté de la ressource. Donc peut-être que les candidats tech aujourd'hui sont peut-être un peu moins dans un Eldorado qu'il y a plusieurs années. Et enfin, moi, c'est ce que m'ont dit plusieurs devs en mode bon, bah, tu vois, que ce soit des freelances ou recherche de CDI. Hein, qui ont eu besoin de prospecter ou de rechercher bien plus longtemps leur mission ou leur poste que ce qu'ils avaient connu lors de leur précédente recherche, par exemple. Donc, dans ce cas, ça veut dire qu'il faut faire 2 fois plus la différence et encore plus tôt dans le process. Donc, du coup, j'invite vraiment chaque personne qui est candidate à se mettre dans les baskets de l'autre personne, en fait, qui va recevoir leur candidature. Et à chaque étape du recrutement, du process, c'est des interlocuteurs différents. Mais quand on voit ton CV, il faut te dire que potentiellement, c'est une RH,
comme moi, qui comprend rien, enfin, je dis comme moi, maintenant, je lis un CV technique quand même différemment, mais en tout cas, potentiellement, ça peut être des gens qui sont plutôt dans les ressources humaines, qui ne comprennent rien à ce que tu fais, rien à la technique, et qui sont dans cette logique que j'ai décrite tout à l'heure de mots-clés. Donc, c'est pas parce qu'on n'adhère pas forcément à ce concept-là que, genre, on se dit qu'il n'existe plus. La vérité, c'est que les 3/4 du marché du recrutement fonctionnent encore comme ça. Donc, il faut être stratégique, à mon sens, et construire son CV dans le but de décrocher des entretiens. Un CV, ça sert à ça. Après, un entretien, c'est autre chose, c'est un autre exercice. Tu peux faire la différence autrement. On te voit, on t'entend parler, tu racontes ton histoire, c'est autre chose. Mais le CV, c'est du one shot, c'est très rapide. Je sais plus, il y a une vraie stat là-dessus, il y a une vraie donnée, mais je sais plus combien les RH passent de temps sur un CV, mais c'est que dalle. Moi-même, je le vois. Hein. Je le vois à quel point on a tellement l'habitude, bam, bam. En fait, nos yeux, ils savent où aller regarder, tu vois. Donc, on va regarder globalement où tu habites, combien d'expérience tu as, qu'est-ce que tu fais, tu vois, et les mots-clés techniques, voilà. Donc, typiquement, tu vas postuler à un poste de développeur PHP, il faut qu'on voit en énorme clignotant que tu es développeur PHP, tu vois, et que tu passes cette première barrière du non-connaisseur technique. Voilà, ça c'est important, que les devs se disent qu'ils ne sont pas forcément lus que par des connaisseurs. Donc le portfolio, le truc, le Git, le machin, ouais, enfin en fait, potentiellement, ta porte d'entrée du process, elle comprend rien à ça, quoi. Tu vois, et c'est pas une critique pour les portes d'entrée, parce que j'en suis une. Hein. C'est juste pour dire qu'il faut être stratégique en tant que candidat, tu vois. Voilà, donc mettre très clairement, donc un CV efficace, pour moi, c'est un CV clair, bien détaillé, où on va retrouver une structure lisible, c'est-à-dire le nom de ton poste, depuis quand tu y es, la liste noir sur blanc, hein, c'est pas la peine. Moi, j'ai toujours dit aux devs, franchement, on vous recrute pas pour être décorateur d'intérieur. Donc, on va pas chercher à avoir un peu plus pour les devs front, mais en vrai, on va pas chercher à voir via ton CV si tu es hyper créatif, quoi. Tu vois, je veux dire, un développeur back-end, c'est très cool s'il est créatif, mais c'est pas ce qu'on cherche à challenger en premier pour savoir si on le prend lui ou pas. Donc, franchement, profitez de ça. Vous n'avez pas besoin, en fait, de passer un temps fou à vous dire quelle couleur je mets et tout. C'est noir sur blanc. Ça peut être même un format dossier de compétences, mais bien détaillé avec toutes les tâches sur chaque projet ou chez chaque client ou sur chaque poste en CDI que tu as fait. Et à chaque fois, l'environnement technique, bien complet. Le langage, la base de données, voilà, etc. Voilà, donc, et un premier chapeau avec les compétences techniques, moi je trouve que c'est pas mal, ça a le mérite d'être efficace. Voilà, donc du concret. Pour ceux qui sortent de reconversion, du coup, pareil, essayez de ne pas faire apparaître trop le métier d'avant s'il n'a aucun rapport avec la technique, parce que si tu postules pour un poste de développeur PHP et que ton premier titre, c'est ébéniste ou c'est tu vois, commercial ou j'en sais rien, eh ben, tu as toutes les chances pour que ton CV ne soit même pas regardé plus longtemps. Et c'est dommage. Mais dans ce cas, je disais toujours, moi, si tu n'as pas encore d'expérience professionnelle, mets les projets que tu as fait en formation, les side projects, tout ce que tu développes à côté. Et au fur et à mesure que tu étoffes ta carrière, tu enlèveras ces éléments-là et tu mettras des éléments professionnels. Mais au début, tu n'as pas le choix que de faire ça. Donc, ce qu'il faut, c'est donner envie à l'interlocuteur qui lit ton CV de booker un entretien avec la personne d'après. Voilà. Et après, sur les entretiens, pour faire la diff dans un entretien, moi, j'inviterai tout le monde à regarder un petit peu les techniques de pitch, ou en tout cas, qu'est-ce que c'est que de faire un pitch. Et pour moi, c'est ni plus ni moins que ça de passer un entretien, c'est de savoir se vendre, savoir expliquer, pareil, rapidement, parce que tu n'as plus la même attention au bout d'un moment quand tu écoutes trop longtemps quelqu'un. Enfin, tu vois, ton attention, elle est surtout focus au début. Donc, de savoir être percutant en donnant les éléments clés, en étant transparent sur qui tu es, etc. L'idée, c'est pas de se survendre, mais l'idée, c'est pas de se tirer 3 balles dans le pied non plus. Et ça, franchement, moi, plein de fois, pour avoir accompagné des devs qui sont, sans vouloir faire de généralité, mais pas forcément des gens qui vont aimer se mettre en avant, ni se starifier, tu vois ce que je veux dire, et qui sont des fois un peu trop humbles. Enfin, moi, des fois, du coup, je vais travailler avec les gens pour dire, mais non, mais en fait, ça, tu dois le dire, quoi. Oui, c'est toi qui as permis de démêler cette situation-là. Oui, c'est toi qui a pris la posture de lead alors que tu n'en avais pas le poste. Oui, c'est toi qui as fait monter en compétence tel junior. Oui, c'est toi qui as travaillé d'arrache-pied pour clarifier ce truc-là. Oui, c'est toi qui te formes au quotidien pour rester dans le coup, pour être dans les dernières pratiques, etc. Donc, ça, c'est important de le dire, en fait. Et on n'est pas forcément à un but de sa personne si on dit ça, pas du tout. Donc, parfois, ça, je sais que ça peut être un peu dur pour certains. Donc, ne pas hésiter à faire l'exercice, à faire des listes par écrit de quelles sont nos forces, qu'est-ce qu'on a envie de dire et de ne pas oublier. Et s'entraîner
soit devant le miroir, franchement, des fois, on se sent con à faire ça, mais c'est hyper efficace. Ou même se prendre en vidéo, faire comme si tu étais en visio, devant le miroir, n'importe, ou si tu as des proches ou des collègues ou des potes, ou peu importe, voilà, face à qui tu te sens de faire l'exercice, mais en vrai, c'est très, très, très utile de s'entraîner parce que c'est comme tout le reste, en fait, dans la vie et c'est comme ce que tu pratiques en dev. Quand tu l'as fait 10 fois, bah, tu es meilleur, je pense, tu vois, que quand c'est la première fois. Donc, l'exercice de se présenter à l'oral face à quelqu'un que tu connais pas avec un temps restreint, bah, ça se pratique, en fait. Donc, voilà, de s'entraîner et puis d'essayer de demander des feedbacks, en tout cas, quand ça se passe pas bien ou quand un candidat reçoit un non, non, on ne va pas aller plus loin. Je dirais à tous les candidats que vous avez le droit de demander d'avoir du feedback. Et que le feedback, c'est ça qui va vous permettre. Alors, le feedback, quand il est honnête, hein, ce n'est pas toujours le cas. Mais moi, je dis toujours que je prends cet engagement à donner du feedback aux candidats, quelle que soit l'avancée dans le process, parce que c'est important, parce que c'est avec ça que tu te construis et que tu comprends, bah tiens, est-ce que j'aurais pu jouer ça différemment? Bah, peut-être que la prochaine fois, ça, je l'exprimerai autrement, tu vois. Donc ça, c'est très important. Et les candidats qui sont dans un process et qui ont un intermédiaire type chasseur de tête, ESN, cabinet, peu importe, solliciter ces personnes-là. C'est pas normal, moi, quand je vois des chasseurs de tête, des candidats qui me disent bah non, mais j'ai plus entendu parler du chasseur de tête au-delà du fait qu'il ait envoyé mon CV. Bah non, en fait, c'est pas normal. Cette personne, elle va être payée et c'est son métier, en fait, tu vois, d'être un acteur du process. Donc, allez demander, par exemple, des questions qui sont un peu délicates à aborder, genre, je sais pas, c'est quoi les horaires? Est-ce qu'il y a du télétravail? Des fois, tu vois, tu sais pas trop comment amener ces sujets-là en entretien. Eh ben, franchement, le recruteur, il peut le faire parce qu'il n'est pas obligé de dire c'est un tel qui me demande s'il y a du télétravail. Il va juste dire à son client, ah tiens, on n'en avait pas parlé, c'est quoi les règles de télétravail? Voilà. Et en fait, ça va juste fluidifier aussi ton expérience candidat. Donc voilà, je dirais ces 3 choses-là, quoi. Ok. Ben, on va rentrer dans la dernière partie de l'entretien. J'ai encore 4 petites questions autour de la conclusion. Toi, si tu devais résumer ton métier en quelques mots ou en une phrase, pas facile, hein? C'est la plus dure question. En quelques mots ou en une phrase, c'est hyper dur, je sais pas, je dirais que le recrutement, pour moi, est un levier très stratégique, et le sera de plus en plus, et que l'approche d'agent de carrière redonne ses lettres de noblesse au recrutement, et pour moi, va permettre en tout cas de répondre à ce besoin stratégique que vont avoir les entreprises. Super. Pas trop long comme ça? Non, j'ai pas précisé la durée, tu as très bien réussi. Et si tu devais dire ta plus grande fierté, alors c'est dur d'en choisir une, mais si tu te remémores un peu ta carrière, une de tes plus grandes fiertés, laquelle ça serait? Oui, c'est vrai que j'en ai plusieurs. J'ai je veux dire qu'une de mes fiertés, ça aura été de faire changer d'avoir osé de parler de mon métier, de cette approche en public sur LinkedIn, par exemple, tu vois, parce que du coup, j'en ai récupéré des échanges hyper riches et je suis très fière d'avoir fait ça et très contente d'avoir tenté l'aventure, tu vois, d'en avoir parlé. Voilà, donc ça, c'est plus global. Et après, le choix du cœur, il se reconnaîtra, mais ma plus grande fierté du candidat que j'ai accompagné, c'est Alper, et je l'ai accompagné dans une situation de vie très particulière, très difficile. Il revenait, voilà, il était tout récemment arrivé en France, il revenait de Turquie, qui était un pays à ce moment-là dans une situation très, très délicate. Et c'était très difficile pour lui, je pense, d'être déraciné et de faire le tri et de se frayer un chemin. Et je lui ai trouvé son premier poste de dev en France après sa reconversion. Donc voilà, lui, ça sera. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'autres cas de candidats qui ont délogé l'histoire d'Alper. Une belle histoire. Regarde, je l'embrasse très fort. Très belle histoire. Et quels sont tes projets? Alors, tu as un peu expliqué ce que tu fais dans ton entreprise. C'est quoi tes projets dans l'avenir, que ce soit dans ton poste actuel ou à côté? Quels sont tes projets? Bah oui, mon projet, du coup, là, j'ai un gros projet en cours, c'est quand même Forwards et cette aventure-là que je démarre parce que j'y suis, donc c'est mon 5e mois. Donc ça, c'est un beau projet parce que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à apprendre et j'apprends beaucoup de choses. Et donc, voilà, ça, je dirais que c'est quand même le projet pro principal pour moi. Donc, tu vois, le challenge là-dedans, ça va être de se dire, bah voilà, de faire les deux,
de continuer cette partie, Mmh. d'accompagner des clients et puis de garder une partie en interne. Donc, ça, c'est un beau projet. Voilà. Et puis, à titre peut-être plus personnel, je suis en train de creuser un peu la piste de réutiliser peut-être un peu mon bagage de philosophie pour essayer d'aller enseigner la philosophie aux enfants, parce que j'ai vu que ça avait été voté par le gouvernement assez récemment, là, dans l'année qui vient de passer, je crois, d'enseigner la philosophie beaucoup plus tôt. Et j'ai passé mon temps, quand j'étais en licence de philo, à me dire, mais pourquoi on ne fait pas de philo plus tôt, à la place de plein d'autres choses que j'ai pas eu l'impression de réutiliser, tu vois, dans ma vie. Et donc du coup, voilà, je creuse un peu cette piste-là en ce moment. Et puis moi, j'y vois plein de liens déjà avec mon métier, en vrai. Donc voilà, je sais pas comment sur quoi ça va déboucher, mais voilà un peu mes projets du moment. Super. Et avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un mot de la fin, peut-être quelque chose, une question que je ne t'aurais pas posée ou une conclusion que tu voudrais dire? Bah non, merci encore à toi pour cet espace de parole. Je suis très contente d'avoir parlé de mon activité. J'aime vraiment beaucoup ce que je fais, donc c'est toujours agréable pour moi d'en parler. Et non, en tout cas, voilà, la dernière chose que je peux rajouter, c'est que les gens n'hésitent pas, en tout cas, à me contacter. Je disais tout à l'heure, je suis assez présente sur LinkedIn, donc ça peut être sur LinkedIn, ça peut être, voilà, que ce soit des dirigeants qui ont besoin de faire grandir leurs équipes et qui, pour l'instant, n'ont pas eu de très bonnes expériences voilà, en externalisant leur recrutement, ou qui n'ont jamais externalisé peut-être et qui voudraient des conseils là-dessus, ou des candidats qui ont besoin de conseils pour cheminer, pour mieux se positionner, etc. Voilà, ça serait ça, peut-être d'indiquer que je suis ouverte à la sollicitation. Eh bien, d'ailleurs, que vous soyez candidat ou entreprise, je vous recommande Manon. On va mettre tes liens dans la description de la vidéo. Merci. N'hésitez pas à la contacter. Et puis, merci Manon d'avoir accepté l'interview. C'était très intéressant. C'était chouette. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Alors voilà, je coupe l'enregistrement. Ça va, on a tenu?